Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau événement Freelance Care. Je suis ravie d'accueillir Franck aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Dans un premier temps, avant qu'on commence un petit peu l'intro, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans le chat si tout est OK au niveau du son. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Je vois qu'il y a déjà quand même pas mal de personnes qui sont connectées, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si le son est correct. Tout est OK. Hello Christelle, hello, très bien. OK, bah super, on peut attaquer. Alors, avant de laisser la parole à Franck, je vais faire un petit rappel sur ce que c'est Freelance Care pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est une communauté qui aide les freelances à développer leur business, sans mettre de côté leur bien-être. Donc sur cette communauté, on a un Slack, on a, une newsletter, des événements tous les mois comme celui-ci. Cette communauté, elle est propulsée par Nostrum Care, qui est une mutuelle qui est pensée pour les indépendants et engagée dans la santé mentale et le bien-être. Et le programme du jour, donc Franck va nous partager les 10 pièges les plus communs dans les premières années de freelancing et surtout, il nous apportera les clés pour, éviter de tomber dans ces fameux pièges. Donc encore, merci à toi Franck de venir partager ton expertise. Tout au long de la présentation, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. On va dédier un temps à la fin pour y répondre, mais n'hésitez pas à interagir. Pour celles et ceux qui se posent la question, on aura un replay qui sera disponible, qui sera envoyé à la fin, de ce webinaire et partagé également sur notre Slack. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'intro. Je te laisse la parole, Franck. Merci Constance et bonjour à tous. Ravi d'être avec Freelance Care aujourd'hui. Donc je m'appelle Franck, je suis le responsable France chez Fiverr. Fiverr, c'est une plateforme qui met en relation des freelances et leurs compétences avec des entreprises, des personnes qui ont besoin de ces compétences pour produire du contenu, pour produire des services marketing, pour produire des supports graphiques, pour produire du code et pour produire énormément de choses puisque plus de 550 catégories sont aujourd'hui représentées sur la plateforme. Alors moi, j'ai très favorablement répondu à l'invitation de Constance et à l'équipe de Freelance Care et de Nostrum Care parce que finalement, nos deux organisations, nos deux structures sont des observateurs privilégiés de la vie des freelances. Nostrum Care, puisque leur focus est évidemment le focus de Constance et de l'équipe, évidemment le bien-être des freelances et aussi la génération d'opportunités, le business, Constance l'a rappelé. Fiverr, c'est le cœur du sujet aussi, puisque le freelance qui va être dans son début d'activité, dans une activité plus mature, va avoir besoin de multiplier effectivement ses moyens d'atteindre des clients. Et donc, les plateformes font clairement partie du dispositif. Et donc, on voit beaucoup de freelances avec des maturités très différentes passer sur la plateforme, avec des expériences tout à fait intéressantes. On les rencontre aussi sur les événements. Et donc, la présentation du jour, ces fameux 10 pièges, c'est un petit peu le résumé de nos observations sur une base relativement large d'expérience et avec des points communs qu'on a trouvé intéressant de mettre en avant aujourd'hui. Donc j'espère que ce sera utile. Alors on voit que ce sera utile à tous les freelances, mais on s'est quand même dit ces pièges sont particulièrement prégnants chez les freelances novices où les 2 premières années, ça passe ou ça craque. Donc il est bon de faire aussi des points d'alerte quand on est dans cette phase un petit peu avancée, moins sans doute, mais débutante du statut de freelance. Donc c'est pour ça qu'on a fait un focus particulièrement là-dessus. Et je vais probablement essayer d'avoir des exemples anonymisés qui me viennent au fur et à mesure des 10 pièges en question. Alors, le freelancing, et je vois que la diversité des statuts de freelance est forte quand je vois sur Fiverr, mais je vois aussi des statuts de freelance qui sont très différents en dehors de Fiverr. Donc, il est bon, à mon sens, de rappeler deux, trois choses, notamment le côté quasiment universel aujourd'hui du statut de freelance.
Un petit rappel historique, c'était déjà le cas avant l'avènement du salariat, tout le monde était freelance. Ça, c'est un rappel historique que j'aime bien faire. Au 19e siècle, tout le monde était freelance, il y avait beaucoup d'indépendants, uniquement des indépendants, et c'est l'avènement du salariat qui a amené un statut un petit peu différent. Alors, si on se projette aujourd'hui, ici et maintenant, aujourd'hui, on voit que c'est une part très significative des travailleurs, de l'âge. En termes d'âge, aujourd'hui, on voit beaucoup de freelance. En termes de proportion, c'est 20 à 30% du total de la population globale. On voit aussi des freelances qui sont parfois salariés, des auto-entrepreneurs qui sont aussi salariés. Donc, pour un quart d'entre eux, c'est quelque chose qui est du coup de la polyactivité, c'est-à-dire la possibilité de prendre un samedi matin un moment pour faire de la photographie de mariage, par exemple, et du lundi au vendredi d'avoir un emploi salarié traditionnel, j'allais dire. Donc voilà, ça c'est une combinaison aussi qui est un petit peu originale et qui permet de combiner plusieurs activités. Si on prend de manière globale le statut d'indépendant en France, c'est un peu plus de 3,5 millions de personnes. Si on restreint la définition à ceux qui font du vrai travail de freelance, c'est environ 1,5 million à l'horizon 2030 et aujourd'hui à peu près 1 million. Donc c'est très significatif, c'est un mode de vie et pas juste un emploi d'être freelance. Donc avec l'enjeu de se dire qui est vraiment freelance et qui est indépendant, puisque vous avez vu la nuance entre les deux statuts. Si on se figure que le freelancing, c'est l'indépendance, est-ce qu'un chauffeur VTC est un freelance? La réponse est non, parce que ça emporte aussi d'autres éléments. La capacité à facturer en son nom propre, c'est un attribut qu'il faut associer au statut de freelance. Je vais aussi pousser sur l'activité elle-même. Si vous êtes en train de proposer des prestations de services qui font appel à votre talent et non pas à la production d'un objet, vous êtes freelance. Si vous êtes juste artisan, si vous êtes par exemple dans la maroquinerie, vous pouvez être indépendant, vous pouvez facturer en votre nom propre, mais vous êtes artisan. C'est un statut complètement à part. Donc là, on va être vraiment dans la définition la plus précise du statut de freelance. Ce qui est intéressant aussi, c'est que certaines des pratiques ou certaines des bonnes pratiques peuvent être issues de ces indépendants et ne sont pas d'exclusives. Hein. La plupart des pièges que je vais évoquer peuvent être aussi intéressants pour des indépendants. Mais là, le sujet, c'est d'être freelance. Donc, quand on essaye d'associer, on fait un nuage sémantique de ce qu'est être freelance aujourd'hui. Donc, c'est la capacité à être indépendant, à être son propre patron, à être son propre chef. Avec ça emporte deux sujets. Ça emporte un sujet, la gestion de son temps. On organise son temps comme on l'entend. C'est pas un temps qui est cadré par une fiche de poste et par des horaires qui ont été prédéterminés. Donc, c'est vous qui organisez votre temps. Donc, c'est une énorme liberté, évidemment. L'indépendance, c'est aussi une autonomie financière. Donc, on prend le mot indépendance ici avec le côté, ben voilà, je compte sur moi pour générer ma propre capacité à générer du revenu. Donc, avec cette indépendance, il y a évidemment une responsabilité en face qui est de dire comment j'organise cette indépendance et comment je fais en sorte de rester indépendant. C'est aussi l'expertise. Je prends quelques mots sur la slide ici. Il y a beaucoup de freelances qui sont experts de leur propre métier. Évidemment, souvent après une expérience en entreprise, on voit les freelances qui se lancent vers 35 ans, 40 ans éventuellement, ont sous les années précédentes opéré leur propre métier, donc ils sont experts de leur propre métier. Maintenant, il va falloir aussi apprendre à devenir freelance. Donc, j'ai établi une claire nuance entre être très bon dans son métier et avoir une expertise très forte, qui va évidemment être très intéressante pour traiter auprès des clients et produire auprès de ses clients. Mais il y a aussi une phase d'apprentissage du statut de freelance et de ce que ça implique. Et donc, la partie formation ici, et donc je reprends un des mots sur la slide aussi, est ultra importante. Il faut apprendre à se former, à faire plusieurs choses qu'on ne faisait pas auparavant, éventuellement en tant que salarié ou sous un statut différent.
notamment faire du réseau, prospecter, voilà, donc le package est assez fourni. Il y a des traits de caractère aussi qu'on va devoir pousser, peut-être plus fortement qu'auparavant, donc notamment la dent de scie d'un revenu, la gestion de savoir comment se comporter par rapport à un client. Voilà, il y a plusieurs choses à apprendre. Et ça prend éventuellement des ajustements tactiques dans la façon dont on opère et certainement une bonne dose de résilience aussi. Donc voilà, donc ça fait un peu le champ sémantique de ce qu'est être freelance aujourd'hui en 2024. Donc c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Le point d'interrogation ici est important, mais on peut faire en sorte que les eaux agitées fassent un bon marin. Donc c'est pas parce que c'est pas forcément un long fleuve tranquille que vous n'allez pas y arriver. Bien au contraire, il y a beaucoup de personnes qui sont passées aux mêmes étapes que vous actuellement dans ces fameuses 2 premières années. Donc il y a évidemment aujourd'hui un chemin déjà emprunté et des expériences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Alors évidemment, être freelance, c'est formellement, occasionnellement un statut, alors qui peut être la micro-entreprise, la SASU, l'entreprise individuelle. Enfin, pour l'essentiel, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent en micro-entreprise. Mais c'est le début de l'histoire et loin d'être son accomplissement. Il y a toute une partie commerciale, hein, donc l'établissement d'un prix, du format d'une offre, du périmètre d'une offre, la prospection et la visibilité de votre activité auprès des clients et prospects potentiels. La partie financière qui est ultra importante, qui est même, je crois, au niveau culturel, le besoin de se former le plus. Aujourd'hui, c'est sur ce sujet-là que la marche est particulièrement haute. Et puis après, le temps long, chaque mission qui est traitée facilite la mission suivante. Donc en fait, vous devez gérer tout dans l'optique d'un temps long, dans l'optique de construire quelque chose. Et donc de vous dire, ce que je fais aujourd'hui a un résultat financier quand vous traitez une mission avec un client, mais va faciliter la mission suivante et va faciliter votre propre approche de cette mission. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que c'est un long fleuve tranquille, sans doute pas, mais c'est aussi l'expérience qui va vous permettre de naviguer ces eaux-là de manière de plus en plus simple et de plus en plus fluide. Donc, évidemment, quand on a parlé des 10 pièges, on s'est dit, bah oui, mais il faut pas juste identifier les pièges, il faut aussi identifier les solutions et comment parer ces pièges. Donc, ça va être l'approche sur les 40 minutes ensemble. Je plonge tout de suite sur le premier piège, entre guillemets, c'est la présence en ligne. Vous devez traiter ça comme finalement une notion de personal branding. La marque freelance, c'est votre marque, c'est vous. Donc que vous devez projeter le plus largement possible et le plus professionnellement possible aussi. Donc ça passe par plusieurs supports. La création d'un site internet en premier lieu. Moi, j'ai une expérience freelance de première main, donc là je peux en parler aussi assez librement. Et avec Axel, on a comparé nos notes et nos approches à ce niveau-là. Il est intéressant de créer un site internet en dehors de son profil éventuellement social, de réseau social. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des avantages de prise de contact, vous allez avoir des avantages éventuellement de présentation un peu plus fournie de votre offre. Donc c'est vraiment un support intéressant à produire. Ça peut être aussi, souvent la question se pose, c'est est-ce que je le fais sur mon nom propre, est-ce que je le fais sur un nom de structure, etc. Ce qui est intéressant, c'est ici d'anticiper éventuellement l'évolution du statut de freelance et de se dire est-ce que c'est ma marque, c'est moi ou ma marque, c'est le nom d'une structure. Il n'y a pas d'absolue bonne réponse là-dessus. C'est essayer de projeter quelque chose de professionnel dans tous les cas. Donc là, il y a des outils qui permettent de faire des sites très simples, y compris lorsqu'on n'est pas professionnel du web. Des outils qui permettent de générer de l'HTML, d'héberger ça de manière très simple aussi en ligne. Ça n'a pas à être compliqué, autrement dit. Je vous cite un outil que j'ai personnellement utilisé, que j'ai beaucoup aimé, c'est Publi, avec 2 i, que j'ai utilisé, qui permet avec un éditeur sur son ordinateur de projeter un portfolio, de projeter un site de freelance très professionnel en n'ayant pas un effort de design forcément incroyable au niveau du web design, j'entends. En revanche, ça permet tout de suite de projeter du professionnalisme. Vous pouvez avoir d'autres outils qui peuvent répondre au même enjeu.
En appoint ou en destination de vos posts sur les réseaux sociaux, ce sera votre site web. Donc, c'est aussi une destination quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux. Vous pouvez dire, voilà, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez me contacter, vous pouvez en lire plus sur mon site. Donc, ça fait aussi une boucle par rapport à ce que vous allez projeter sur les réseaux sociaux. Donc, il y a le deuxième endroit où il faut être visible. Là, je ne vais pas rappeler l'évidence, entre guillemets. Il vous faut votre routine. Une routine, c'est quoi? C'est le type de poste, à la fréquence qui vous convient et avec surtout la ligne éditoriale qui vous ressemble. Il ne s'agit pas ici de forcer sa personnalité à poster plus souvent ou plus de manière un petit peu sur des thèmes un petit peu hors sol par rapport à ce qui est votre centre d'expertise. Soyez vous-même, projetez votre professionnalisme, projetez votre expertise et n'hésitez pas aussi en étant visible, c'est pas juste à produire des contenus, c'est aussi réagir à des contenus, participer à des conversations qui existent déjà. Il y a déjà des carrefours d'audience identifiés sur les réseaux sociaux, des groupes, des conversations qui ont lieu, qui rassemblent des professionnels ou des professionnels et vos clients potentiels. Donc là, c'est très intéressant d'être à ces carrefours d'audience-là. Vous allez regarder évidemment qui a déjà pris la parole sur votre sujet d'expertise et qui a éventuellement déjà créé un groupe qui pourrait être le groupe le plus intéressant pour vous. Il ne s'agit pas d'avoir un groupe qui rassemble ses semblables, il s'agit plutôt d'aller vers des groupes où vous allez trouver vos clients potentiels, évidemment. Les plateformes, et j'en suis le premier témoin, sont un outil très utile dans cette visibilité globale. Pourquoi? Parce qu'elle travaille H24 pour vous. Une plateforme, elle est constamment, si vous avez un profil bien alimenté, elle est constamment en train de prospecter pour vous, puisqu'avec le moteur de recherche interne ou les points d'entrée de trafic sur les moteurs de recherche et les autres supports, cette plateforme reçoit beaucoup de trafic, est très visible auprès des clients. Hein, c'est son job, hein, c'est l'enjeu de la plateforme que d'être visible auprès des clients. Et donc, avoir un fil continu sur une ou plusieurs plateformes peut être tout à fait intéressant. Ça vous permet d'avoir des clients rentrants en ayant un effort commercial qui a été fait par la plateforme. Donc ça vous décharge, entre guillemets, d'une stratégie d'acquisition, puisque cette stratégie d'acquisition de trafic a déjà été pensée pour vous. Et après, l'idée, c'est d'être visible au sein de la plateforme. Donc là, c'est la recette, le bon profil, les éléments de portfolio, des éléments de réassurance, finalement tout ce que vous auriez déjà inclus éventuellement dans votre site de l'étape 1. Alors, les plateformes, effectivement, on peut avoir une plateforme de prédilection ou plusieurs plateformes en parallèle. Donc, c'est Fiverr, par exemple, mais il y en existe d'autres aussi qui ont leur spécificité. Les plateformes, c'est ou des plateformes généralistes ou des plateformes de spécialistes. Là, il n'y a pas d'incohérence à être présent sur plusieurs plateformes. Ceci dit, il y a quand même un enjeu de visibilité qui a à maintenir sur ces plateformes et de présence. Vous devez être réactif. Quand vous avez un message rentrant sur une plateforme, vous devez être présent. C'est vraiment l'enjeu aussi de répondre présent quand un client vous sollicite. Et donc, en ça, multiplier les plateformes, la problématique, ça peut être de aussi diffuser beaucoup de visibilité au départ, mais il faut maintenir aussi cela dans le temps long et donc alimenter les plateformes. Les plateformes, c'est souvent des enjeux de visibilité qui tiennent à la présentation d'un portfolio et aussi aux missions passées. Et donc, plus vous allez appesantir ou approfondir votre relation avec l'une de ces plateformes, plus la plateforme, entre guillemets, va optimiser votre propre présence dans son algorithme de recherche, dans son algorithme de navigation. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu à se dire, voilà, je prends quelques plateformes qui me semblent parmi les plus intéressantes et je m'y consacre au même titre qu'un site internet ou à d'autres canaux. C'est un commercial, entre guillemets, qui bosse gratuitement pour vous. Donc en ça, c'est vraiment très intéressant et pas seulement dans le début de l'activité. Alors, évidemment, on a tous un moi en ligne et aussi un moi dans la vie réelle. Donc, c'est le pendant du premier piège, ce serait de ne pas réseauter dans le monde réel cette fois. Le point ici qui est probablement intéressant, c'est de se dire les carrefours d'audience dont je parlais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, ils existent aussi dans la vie réelle. Alors, moi, j'ai 3 moments qui m'ont semblé intéressants au moment de mon activité de freelance, parce que j'ai été freelance, donc je sais précisément de quoi je parle. J'ai eu l'habitude, les mercredis matins, de faire des petits déjeuners avec des personnes qui avaient les mêmes enjeux que moi. Donc, c'était formalisé on s'était rencontrés
entrer sur un site qui permet de regarder quels sont les rendez-vous thématiques sur une ville. Donc, je ne vais pas citer la marque, mais vous l'avez probablement en tête. Donc là, vous avez des rendez-vous déjà existants. Prenez le moment qu'il faut, mais consacrez-y de l'attention et du temps. Alors évidemment, se lever plus tôt pour aller et organiser sa journée autour d'un événement ou utiliser son début de soirée pour aller à l'événement, évidemment, c'est un effort à consentir, mais qui est doublement, triplement payant, puisque vous établissez en fait votre marque personnelle directement. L'affinité que vous allez avoir avec votre potentiel prospect ou client va s'établir naturellement. Et donc ça, c'est beaucoup plus difficile en ligne. Donc utilisez vraiment les événements physiques pour mettre cette chance de votre côté, c'est de bien présenter et puis de bien articuler son offre. Et puis en plus, il y a un côté un petit peu humain qui passe aussi. Et donc les gens ont envie de travailler entre eux à la faveur d'un moment qu'ils ont passé ensemble. Donc là, c'est intéressant et puis il faut être malin. Alors dans ces événements-là, évidemment, si on arrive tous avec une carte de visite et qu'on arrive tous pour se vendre, déjà les clients vont être très rares dans ce genre d'événement parce que ça les saoule entre guillemets d'être très sollicités. Donc là, soyez fins, soyez articulés, présentez éventuellement des victoires, présentez des cas que vous avez traités avec vos clients ou avec vos expériences passées. N'hésitez pas à donner de la valeur en fait, de façon à ce que vous soyez finalement légitime dans la conversation. Il ne s'agit pas de se survendre, il s'agit d'être légitime dans l'événement pour ce qu'il a. Si vous venez que pour vendre, vous en retirerez pas grand-chose. Il faut contribuer et donner de la valeur aussi à l'événement. Donc les événements de networking, ça c'est un petit peu plus formel. Il y a déjà peut-être un secteur organisé avec une organisation dédiée. Alors, par exemple, chez les designers, l'association des designers conseils de l'ADC, qui peut être un endroit où des conversations des très bonnes tenues ont lieu, qui vont être des endroits où vous allez trouver vos pairs, éventuellement des freelances plus capés. Et donc, ayant un freelance avec moins de 2 ans d'expérience, vous allez y trouver beaucoup de valeur et voir qu'en fait, tous les chemins, tous les pièges dont on va parler ce matin ont déjà été explorés par d'autres. N'oubliez pas votre entourage, et là j'inclus l'entourage élargi. Si vous avez une expérience précédente, vous avez un entourage professionnel et vous avez aussi évidemment un entourage personnel. Donc n'hésitez pas à utiliser ça comme un levier pour commencer à travailler. Donc votre portfolio, plus il est dense dès le début, plus vous allez convaincre des clients par la suite. Donc faites un point de commencer votre activité de freelance en ayant déjà des touches, entre guillemets, auprès de vos entourages professionnels. Si vous n'avez pas le cas, vous n'avez pas fait ça au début, c'est pas grave. Votre entourage professionnel, ça fait moins de 2 ans que vous l'avez quitté, entre guillemets, vous avez sans doute encore des liens et vous êtes capable éventuellement de prendre votre ancienne entreprise aussi comme un client. Ils vous connaissent déjà, l'affect personnel a déjà été traité, vous êtes peut-être déjà dans la capacité excusez-moi, dans la capacité de traiter avec votre entreprise. J'ai de nombreux exemples en tête. J'ai un copywriter qui a travaillé dans l'entreprise pendant plusieurs années. Il a fait état de son souhait de changer de voie et de passer freelance, mais il a gardé de très bonnes relations avec son employeur et ça lui a permis d'avoir un premier volant de mission qui était ça. Ça permet aussi d'avoir son premier élément de portfolio, donc votre premier client entourage professionnel. N'hésitez pas à lui demander systématiquement un petit témoignage. Ça sera le contenu que vous allez notamment poster sur votre site ou sur vos réseaux sociaux. Alors, je vois qu'il y a une question sur le réseau à Paris ou à Annecy. Alors là, moi, je ne suis pas parisien d'origine. Il y a des réseaux partout. Évidemment, la densité du réseau peut être différente suivant la taille de l'agglomération, mais les réseaux existent partout. Et j'ai envie de dire, particulièrement là où il est bon de réseauter, ils existent parce que ça fonctionne bien quand on voit que les gens sont dans une même dynamique. Des entrepreneurs localement ont besoin de rencontrer des talents et donc eux-mêmes vont se motiver à aller dans des événements et aller réseauter aussi. Donc c'est entre guillemets la bonne face de ce même commentaire. Alors, troisième piège, c'est le côté ciblage. Évidemment, ça fait très marketing de dire, voilà, on va établir une cible, on va organiser un plan marketing, mais c'est exactement l'exercice auquel il faut s'astreindre au début. Savoir ce qu'on vend. Donc le côté, je vais utiliser un mot que vous connaissez peut-être, c'est le côté niche.
il faut nicher votre service de façon à ce que vous ayez une vraie prestation de service lisible par un client type. C'est-à-dire l'archétype de votre client, il doit être dans la lecture complète de ce que vous êtes en train de proposer. Si vous avez une gamme large de ce que vous savez ou pouvez faire, c'est très bien, c'est pas le problème. Mais il faut que dans sa présentation, vous soyez en train de sélectionner ce que vous allez vraiment vendre. Si vous dites je peux tout faire, déjà c'est un petit peu décontenançant, c'est un petit peu surprenant de la part d'un client de s'entendre dire oui, bah, je peux faire ça, et je peux faire ça, et je peux faire ça. Alors vous pouvez être un homme ou une femme orchestre, c'est certain, mais développer ce côté plusieurs cordes à votre arc après, plus tard dans la relation. Commencez par quelque chose de bien ciblé, de façon à être bien crédible auprès de ce client-là. Donc le côté touche à tout, homme ou femme orchestre, c'est pas forcément dans un premier temps qu'il veut le présenter. Par contre, avoir la possibilité de faire plusieurs choses, ça, vous pouvez le révéler dans un temps un peu plus long. Votre domaine d'expertise, vous devez vous dire, je fais ça. Et ça doit tenir dans 15 secondes. Vous devez développer ce que vous faites, pourquoi c'est utile et qui vous ciblez en 15 secondes. Ça doit être évident pour vous, ça doit être évident pour vos clients et ça doit évidemment transparaître sur les supports dont on a parlé juste avant. Alors, pour affiner son domaine d'expertise ou savoir dans quoi on se lance, c'est bien de voir dans quelle mesure il y a des compétences sur lesquelles vous pouvez développer un petit peu votre compréhension ou être capable de la présenter de manière plus simple. Donc ça, il y a des formations en ligne qui existent, des formations qui vont avoir le focus compétence ou la présentation de cette compétence-là. Il y a des plateformes qui ici présentent aussi ce genre de prestations. N'hésitez pas à aller vers ces plateformes-là. Tester vos offres. Donc, dans le côté ciblage, c'est se dire, voilà ce que j'ai conçu, mes fameuses 15 secondes de présentation. Ça fait un premier jet. Allez vers le marché. Votre première conversation avec votre client, vous allez tout de suite vous rendre compte si la formulation de votre offre, si vous avez quelqu'un qui vous comprend tout de suite et qui enchaîne vers la suite, ou qui est déjà dans le questionnement de mais alors l'offre c'est quoi exactement, etc. Donc, testez le marché. Deux manières de faire ça, c'est rencontrer évidemment des clients, des prospects, et aussi utiliser des plateformes. Entre guillemets, les plateformes, c'est un moyen d'itérer sur son offre très rapidement. Aucun grief ne vous sera fait d'avoir édité votre titre de service sur Fiverr. Vous pouvez avoir plusieurs services qui sont présentés en parallèle. Ah, je vois que j'ai des problèmes de connexion. Lucie, êtes-vous la seule alors, allô? Constance, est-ce que vous m'entendez? Alors moi, je t'entends toujours, Franck, donc j'ai pas D'accord. de problème de connexion ici. Par contre, ça a l'air, plutôt général. Dans ce que je vois dans le chat, ça coupe régulièrement. Il y a un bug avec la même phrase qui a été répétée plusieurs fois. Ah non, oui, là c'est un bug. D'accord. Bon, écoutez, on va repartir sur des bases, on l'espère saines pour la connexion. Donc, je disais sur le dernier point, le test de l'offre, utiliser les plateformes. C'est très simple d'itérer très rapidement, de créer des services très rapidement sur une plateforme comme Fiverr. Ici, bon, voilà, je suis premier témoin de ça, de freelance qui commencent en postant une première offre et puis qui vont en poster une version 2, une version 3. Et finalement, ça vous permet de remonter évidemment de manière algorithmique sur des recherches qui ont été faites par des utilisateurs, donc en remontant sur des mots-clés qui ont été cherchés. Et en plus, ça vous permet d'affiner le package. Est-ce que le package il est compris? Est-ce qu'il est lisible, etc. Et donc, au-delà du clic, est-ce que vous avez des conversions? Donc, ça vous permet de rincer et de répéter, entre guillemets, d'affiner votre création d'offres. Alors, Amélie nous dit que c'est encore pas le cas. Bon. Je me figure qu'une partie de l'audience, c'est bon. Donc, je ne sais pas si une sortie et une rentrée dans le stream va changer quoi que ce soit pour les personnes qui m'entendraient pas très bien. Bon. De toute façon, le replay vous permettra de suivre aussi le contenu. Donc, quatrième point, c'est le budget, la partie financière. Je vous le disais, vous allez être expert de votre propre métier. En se lançant en freelance, vous êtes déjà capé, vous êtes déjà capable de projeter votre expertise centrale. Mais il faut aussi
ça se figurait qu'il y a une nouvelle expertise qu'il faut acquérir, c'est-à-dire la gestion financière, la vie financière de votre activité de freelance. Ça n'a pas à être compliqué. Ça n'a pas à être compliqué. Il faut repartir finalement de votre objectif et de votre niveau de vie actuel ou projeté, ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez vivre à titre financier. Donc, je suis payé tant en tant que salarié, je veux pareil, je veux plus, etc. Donc, projeter. J'ai plusieurs personnes qui me disent bon, Alors pour le coup, on n'a jamais eu ça, donc je ne sais pas si c'est un souci de connexion Internet ou un souci de bug du logiciel, mais on a jamais eu ce type de souci sur les précédents lives. Est-ce que dans le chat, il y a des gens pour qui il n'y a aucun problème ou est-ce que c'est vraiment général? Parce que moi, de mon côté, je t'entends très bien, Franck, donc je me demande si c'est pas plutôt un bug de l'outil plutôt qu'un bug de connexion. d'accord. Et auquel cas, est-ce que recommander à nos utilisateurs de quitter puis de rejoindre le stream peut aider? Ça peut, s'il y en a qui peuvent faire ce test, ça pourrait être top pour voir si c'est un petit bug. Je ne sais pas, en tout cas, si moi, au niveau connexion, tout va bien. Euh, Ok, je vais enchaîner comme ça permettra quand même d'avoir un contenu qui soit le plus ramassé possible pour nos utilisateurs, pour les personnes qui nous rejoindraient sur le replay. Bon, j'en suis navré. Donc je disais effectivement, la planification de votre CA, en fait, c'est le résultat de votre niveau de vie projeté. Et à partir d'un niveau de vie souhaité, bah, vous allez finalement retomber sur des notions extrêmement simples et pragmatiques. Le taux jour, si vous opérez avec un taux jour, ou la rémunération ciblée pour chaque client, finalement, ça va être la conséquence du CA que vous avez projeté sur 12 mois. Ce CA, il va être éventuellement, au début, vous allez avoir une croissance de ce chiffre d'affaires, donc intégrer bien une période de montée en charge, entre guillemets, le temps que votre activité atteigne sa maturité. Vous allez avoir aussi des mois qui sont éventuellement des mois qui sont structurellement moins favorables, éventuellement des mois en saisonnalité juillet-août, il y a très peu de prospection, donc il faut éviter d'avoir un trou à ce moment-là, mais il faut absorber ce genre de choses. Donc planifier et vous permettez-vous en fait d'anticiper les choses et notamment ça va vous permettre de redescendre sur votre taux jour et sur le coût que vous allez projeter auprès de votre client et son offre. Anticiper. Évidemment, un budget prévisionnel, c'est ce qu'on appelle des coûts fixes. Euh, acheter un ordinateur, donc c'est un coût fixe qu'on prend une fois, des coûts fixes qui sont réguliers aussi, la location d'un bureau si vous faites une location de bureau parce que vous en avez besoin, un coworking, ça peut être un logiciel dont vous faites l'acquisition, qui est un logiciel que vous payez tous les mois. Donc vous allez être capable de finalement avoir combien ça me coûte d'opérer en tant que freelance. Donc ça, vous pouvez l'anticiper assez finement, même avant d'avoir commencé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. C'est à partir de vos dépenses actuelles réelles, vous êtes capable de projeter ça sur une période de temps long. Vous êtes aussi capable de vous dire, il me faut me mettre au niveau. Donc, c'est-à-dire, vous ne devez pas commencer sans avoir le package minimum qui projette ce niveau de professionnalisme dont on parlait tout à l'heure. Il faut être capable de projeter une carte de visite, on parlait d'un site web, des logiciels ou des supports qui vous permettent de gagner du temps. Le freelance est dans une optimisation constante de ce qu'il a à faire en tant qu'activité cœur, son métier et ce qu'il doit faire à côté. Donc, tout logiciel ou tout procédé qui vous permet de gagner du temps sur le côté, c'est autant de temps que vous pouvez investir dans votre métier et dans quelque chose qui génère du revenu, évidemment. Donc, soyez pas timide, soyez pas hésitant à investir dans des outils de productivité, qu'ils soient administratifs, de gestion financière, de gestion administrative. Enfin, bon, tout ça, ça se cumule et à la fin, vous avez plus de temps pour produire quelque chose pour vos clients. Et c'est une paix intérieure aussi, de se dire je m'appuie sur du solide et j'ai pas ça qui est dans l'arrière de mon esprit. Donc ça vous permet de vous dédier aussi mentalement à quelque chose au cœur de votre activité. Réaliser une étude de marché, alors c'est un grand mot, une étude de marché, mais c'est aussi se dire une étude de marché, c'est se confronter au niveau de la demande et au type de demande. Donc allez regarder évidemment sur LinkedIn des clients et ou des freelances qui opèrent sur votre marché, regardez la façon dont sont appréciées, dont sont perçues les offres de part et d'autre, et les plateformes, revenez à la notion de plateforme où les prix
que ce soit des taux jours ou des prix à la mission, sont publics. Vous avez, en se plaçant du côté de l'acheteur, la possibilité de vous projeter voilà, si je souhaite réserver une prestation web design, voilà, vous aurez sur certaines plateformes des taux jour ou sur certaines plateformes éventuellement des coûts à la mission. Donc vous êtes capable de vous dire, voilà aujourd'hui où se situe le prix ou les prix qui sont identifiés. Une étude de marché, il faut bien identifier aussi, et c'est notamment le cas sur les plateformes, qu'il y a des personnes qui sont capables d'exercer avec des taux jour relativement élevés, mais qui se permettent de ne pas avoir tout le temps 100% de charge, et des personnes qui sont avec des taux jour ou des coûts émissions différents, éventuellement moins élevés, mais qui veulent un taux de charge plus élevé. Donc, figurez-vous aussi qu'un freelance a ça à arbitrer, et il s'agit pour vous d'optimiser votre taux jour et votre niveau de charge. Hein. C'est votre niveau de charge, votre niveau d'activité par rapport au temps dont vous disposez. Si vous êtes tout le temps à 100% ou voire à 120%, est-ce que éventuellement il ne serait pas temps ou utile d'optimiser votre taux jour? Et si vous êtes à 60% ou 50%, le taux jour ici peut être un instrument, mais ce ne sera pas l'unique, en tout cas pour augmenter votre taux de charge. Il faut d'abord se tourner vers la prospection. Mais il faut se poser la question, est-ce que mon offre est en décorrélation avec ce que le marché me demande en termes de niche et en termes évidemment de tarifs aussi. Ne pas demander de l'aide. Donc, ça procède aussi de l'idée que c'est qu'on est expert de son métier quand on commence en tant que freelance, mais on n'est pas expert freelance. Donc, demandez conseil, hissez-vous sur les montagnes de documentation qui existent en ligne et qui sont très bien faites pour la plupart, y compris sur Freelance Care, avec des freelances chevronnés qui ont déjà vécu ce que vous vivez et qui ont déjà fait ou tenté de faire ce que vous tentez de faire. Donc, c'est très intéressant de gagner du temps là-dessus. Éviter la courbe d'apprentissage trop lente sur des sujets, monter tout de suite très vite sur les sujets avec l'expérience de freelance chevronné, qui peuvent se croiser aux événements dont on parlait tout à l'heure. Donc les conseils et astuces en ligne, j'y reviens pas, il y a beaucoup de supports qui sont intéressants. Établissez éventuellement une veille avec quelques mots-clés ou quelques groupes dont on parlait. Prenez le temps de la lecture de ces conseils et astuces en ligne au départ, et puis au fil de l'eau, il y a une sorte de veille en cours qui vous rabatte, entre guillemets, toutes ces bonnes pratiques et ces bonnes idées. Des experts, donc demander de l'aide, ça passe aussi par savoir ce qu'il faut faire soi-même et savoir ce qu'il faut déléguer. On parlait tout à l'heure de support ou de site internet. Bon, est-ce que si c'est votre cœur d'activité, vous êtes capable de le produire vous-même, très bien. Sinon, n'hésitez pas à déléguer. Toute activité que vous déléguez, c'est du temps conservé, sanctuarisé pour votre cœur de métier et ou la prospection. Autrement dit, ce qui va vous faire augmenter votre volant d'affaires. Donc ça peut être la rédaction de posts, ça peut être le montage d'une vidéo qui présente de manière extrêmement professionnelle votre offre. Hein. Si vous faites ça avec votre téléphone et que vous faites un montage amateur, ça fera le job jusqu'au point où vous allez avoir des clients qui vont réclamer le niveau d'expertise supérieur. Et à vos propres yeux, vous allez être super fier d'un support qui sera exécuté de manière professionnelle. Et donc, il ne faut pas hésiter à projeter tout de suite ce professionnalisme-là. Ce sera payant dans le temps des 2 ans, certainement. Alors, la gestion du non, et savoir dire non aux autres et savoir se dire non aussi. Et notamment, là, c'est le premier sujet, c'est savoir dire non à soi-même, dans la mesure où vous êtes au départ de l'activité, vous avez besoin d'acquérir de l'expérience, vous avez besoin de prendre des clients, mais pour autant, il faut savoir refuser le mauvais client. Hein, quand vous ne le sentez pas, quand vous sentez qu'il y a une affinité, un périmètre du projet, une deadline, un contexte technique, peu importe ce que c'est, mais vous allez sentir, vous allez avoir une petite alarme qui va s'allumer dans votre tête. Et si vous sentez ça, n'hésitez pas à dire non. Hein, évidemment, ça prend au trip de dire non à un client. On se sent un petit peu, voilà, il faut gérer ce moment-là, mais sachez que c'est un mal court, temporaire pour un bien de long terme. Pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué, chaque expérience, c'est l'expérience suivante qui en bénéficiera. Donc imaginez que
ou ces premières expériences, vous ayez quelques expériences où vous auriez dû dire non, bah, elles vont pas très bien se passer forcément, ou elles vont bien se passer, mais ça va être dans la douleur. Et donc, vous allez garder cet héritage sur les expériences suivantes. Pourquoi? Parce qu'un client pour qui ça s'est très bien passé va parler à d'autres clients. Et un client pour qui ça s'est moyennement passé, ben, il va parler à personne ou il va parler négativement. Et là, on veut surtout pas ça. Donc, savoir aussi dire oui, c'est capitaliser pour la suite. Et donc, il est très important de pouvoir gérer ça. Et donc, ne dites pas oui à tout. Si vous avez niché au départ votre offre, ça limite le risque, justement. C'est aussi l'enjeu de nicher votre offre, c'est que ça permet d'être assez fréquemment, quasiment certain que chaque mission sera, où vous pourrez dire oui. C'est dans les cas où on n'a pas bien niché son offre qu'on se retrouve notamment à gérer beaucoup de non parce que le périmètre est tout simplement pas assez niché pour vous et vous n'êtes pas l'expert qu'il faudra pour accomplir la mission. Le temps de la réflexion, en fait, ça procède du commentaire d'avant, c'est de dire, ben, est-ce que je dois dire dans l'heure ou à l'issue du rendez-vous si je veux prendre la mission? N'hésitez pas à prendre du temps de réflexion. Vous avez parfaitement le droit de réfléchir. Et au contraire, ça projette là aussi du professionnalisme. Les professionnels qui vont faire appel à vous, ils ont l'habitude de demander ou de faire des offres, de demander des offres et de faire des offres. Et donc, eux-mêmes s'astreignent à une réactivité minimum, mais s'astreignent aussi à bien réfléchir quand ils disent oui ou quand ils disent non. Et donc, si vous dites oui ou non tout de suite, sans le temps de la réflexion, vous, vous projetez un petit peu moins de professionnalisme que ce à quoi ils sont habitués. Donc, c'est intéressant de garder ce tampon. Moi, je m'astreignais sous 48 heures à répondre favorablement ou défavorablement à tout pitch que j'avais fait ou à toute offre, à toute demande qui m'avait été faite, de façon à sous 48 heures, être capable de dire oui ou non, je le fais. Mais voilà, c'est le temps que j'utilisais moi pour le faire. Votre prospection, c'est un marché d'offres ou un marché de demande, la niche que vous avez trouvée. Si vous êtes en position de force, entre guillemets, parce que c'est un marché qui est très déséquilibré, que vous avez une compétence qui est très recherchée, dites d'autant plus librement non et d'autant plus librement adapter vos prix aussi. C'est le second effet de cela. Identifier dans votre prospection qui sont les personnes qui vont le plus facilement prendre une mission, mais qui sont aussi les clients qui vont être plus difficiles à obtenir, plus difficiles à décrocher, mais qui sont les plus intéressants dans le temps long. Et c'est pas forcément les mêmes. Hein. Ceux qui sont capables ou désireux de dire oui facilement, c'est pas forcément ceux qui vont être les plus rentables dans le temps long aussi. Donc, gagner un dossier difficile, ça peut être aussi une excellente chose pour votre activité de freelance. Donc, votre prospection doit se faire dans ces deux directions-là. Les clients les plus rentables que vous percevez, mais qui peuvent être difficiles à obtenir, et les clients qui sont peut-être plus faciles à obtenir, mais voilà, qu'il va falloir acquérir en plus grand nombre ou plus régulièrement, parce que la vie avec ce client-là, le temps d'accompagnement va être éventuellement plus court. Le point 7 qui est très important, c'est la chose trap, c'est le piège que je trouve le plus fréquemment, dans lequel on peut tomber éventuellement fréquemment, c'est notamment au début la notion de tarification. Alors, la tarification, c'est se dire, est-ce que je dois me montrer compétitif ou au contraire un petit peu restrictif sur les prix que je pratique. Si vous avez correctement organisé votre projection de CA sur 12 mois, vous êtes capable de vous dire, mon taux jour ou mon coût par mission, mes honoraires par mission doivent être à ce niveau-là. Donc déjà, si vous transigez avec ça, vous savez que vous n'allez pas faire ou pas projeter de faire votre CA 12 mois. Donc ça, c'est une première promesse qui va être compliquée à tenir, une promesse que vous faites à vous-même. Deuxième élément, un prix, c'est une promesse que vous faites à votre client. Donc, vous ancrez votre prix pour la suite. Si vous voulez traiter avec un client dans le temps long, ancrer un prix avec ce même client va être compliqué. Et au moment où il va référencer, où il va parler de votre offre, il va aussi ancrer ce prix chez les personnes à qui il va parler. Si vous êtes client et que vous dites, ah oui, j'ai travaillé avec ce freelance qui est très compétent, il m'a fait ça, 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 et en plus, voilà son taux jour, et que vous avez été trop agressif avec ce premier client, en fait, ce client-là va vendre aussi ça auprès de son contact. Et donc, vous allez être en déconnexion et ça va être de plus en plus difficile au fur et à mesure du temps de réancrer à la hausse votre prix. Donc, n'hésitez pas à avoir une étude assez fine de ce que vous voulez faire en termes de prix. Et ça,
pour éviter de se dire je vais devoir faire évoluer mon prix, ayez des offres ciblées en disant, bah voilà, pour ça, voilà mon prix, parce que ça me prend telle compétence, ça me prend tel temps, avec le nombre d'allers-retours, voilà combien ça doit être quantifié. Et si vous avez une autre offre alternative, dites aussi qu'il y a un prix différent. En fait, si vous êtes en train de vendre uniquement votre temps, vous avez un prix qui est quasiment unique pour votre temps. Alors que si vous vendez un service ou si vous vendez une offre, ben, le client va bien se figurer qu'il y a des prix, des offres avec un prix A et puis d'autres offres avec un prix B. Et donc ça permet d'articuler éventuellement des variations de prix entre deux types d'offres ou dans le temps. Hein, donc ça, c'est aussi intéressant de fonctionner comme ça. Évidemment, vous avez des charges, hein, vous êtes freelance, vous fonctionnez comme une entreprise avec des charges variables, des charges fixes, des charges d'équipement, des charges régulières donc que vous allez payer. Donc, il faut absolument que ça remonte. En revanche, il ne faut pas utiliser ces charges comme la base de votre prix. Utilisez plutôt la valeur perçue par votre client pour votre travail comme base de votre prix. Vos charges, c'est vous qui les connaissez, ce n'est pas votre client. Donc, n'ayez pas la citation de pour opérer, ça me coûte tant auprès de votre client. Entre guillemets, ça, c'est des coûts internes et projetez plus mon client, voilà ce qu'il va faire avec mon travail, voilà dans quelle logique il se trouve, et la valeur perçue de mon travail, c'est ça. Et donc ça, c'est très intéressant de évidemment couvrir au minimum ses charges et sa projection de TJ, mais aussi de se dire ce que je fais a une valeur démultipliée auprès de mon client, et donc le prix peut être en conséquence. Donc soyez orienté valeur créée plutôt que coût interne en l'occurrence. Les tarifs du marché sont publics pour certaines missions. Les plateformes font état des tarifs publics, donc soyez assez libres et demandez à des freelances capés leur taux jour sans problème, ils vont vous les donner. Des freelances juniors qui aujourd'hui font l'effort de bien se positionner en termes de prix, ils commettent pas d'erreur et après ils présentent une image professionnelle, c'est bon, ils sont lancés. Donc il faut surtout éviter l'erreur entre guillemets sur cette notion de prix prestation. On arrive dans les 3 derniers conseils. Ceux-ci, c'est des conseils qui vont probablement s'appliquer à être voilà, d'ordre général, que vous soyez indépendant, voire salarié, c'est des bons conseils. Donc là, vous allez aussi retrouver des choses que vous avez peut-être déjà entendues. Le temps de travail, évidemment, quand on est salarié, c'est important de bien gérer son temps de travail. On a un temps imparti pour faire quelque chose. Quand on est freelance, on a tendance à renverser les choses, en fait. Le temps de travail commence à s'étendre parce que j'ai du temps, il sera occupé au travail. Et donc ça, c'est une vraie évolution entre le statut salarié, où vous avez un temps imparti et vous optimisez le travail pour ce temps imparti, et le statut de freelance, où en fait vous avez du temps et donc il devient temps de travail. Et donc c'est cette transition qu'il faut bien gérer ici. Comment on gère ça correctement? On consacre du temps aux tâches connexes. Si vous arrêtez de prospecter et que vous êtes 100% sur votre job, vous allez avoir une satisfaction de court terme pour le client à qui vous consacrez 100%, mais un enjeu de moyen terme avec un arrêt de prospection, c'est peut-être dans 2 mois ou X temps que vous allez avoir un sujet où il manque éventuellement un client à l'appel. Vous allez aussi avoir ce temps de réseautage, ce temps de formation dont on a parlé. À court terme, ça ne va pas vous amener du business aujourd'hui, ici et maintenant, si vous allez à un petit déjeuner ce matin, mais vous savez que vous allez en retirer quelque chose. Laissez du temps à ces parties-là parce que c'est ça qui produit de la valeur et c'est une valeur qui se construit au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à sanctuariser dans votre emploi du temps. Pour ma part, c'était le vendredi après-midi pour mes formations. À 15h, je posais le crayon et je faisais ou des podcasts ou des formations en ligne pour améliorer en fait soit mes procédés, soit mon cœur de métier pour être plus performant. Hiérarchisez votre travail, soyez impitoyable sur la hiérarchie du travail. Tout ce qui est urgent et important doit être traité en premier. C'est la fameuse matrice d'Eisenhower, j'en ai une copie dans la slide qui suit. L'idée, c'est que vous soyez aussi capable de déprioriser. Prioriser ce qui est urgent et important, ça, on le sent assez intuitivement, mais déprioriser et décaler ce qui est peu important et peu urgent, voire annulé aussi, on peut savoir dire non sur des tâches, et bien ça, il faut savoir aussi le faire sur l'autre extrémité des tâches. La hiérarchie du travail, c'est vraiment la principale différence que vous verrez entre un freelance capé et un freelance plus junior. Les freelance capés, ils ont un canevas mental qui repousse certaines tâches,
Et c'est pas parce qu'elles sont repoussées qu'elles sont moins importantes, c'est parce que il faut dire à son client qu'on va avoir une deadline et s'y tenir. C'est pas parce que vous avez une deadline que tout doit passer par la fenêtre. Vous devez être capable de conserver d'autres activités pour pouvoir continuer à opérer. Si vous allez d'une deadline à l'autre, entre guillemets, d'une date limite à une autre, c'est que vous hiérarchisez pas suffisamment bien votre travail. C'est un signe. Les distractions, on a tous quantité de signaux, de notifications qui arrivent. Moi, je crois beaucoup à la notion, alors c'est un anglicisme, c'est le deep work, c'est on débranche, vous êtes focus sur quelque chose, vous vous consacrez à la tâche urgente et importante du moment et vous passez à la suivante. Il y a plusieurs méthodes autour de la gestion des distractions ou autour du focus sur une seule activité, Pomodoro ou d'autres méthodes qui existent. N'hésitez pas à avoir cette discipline. C'est vraiment la discipline la principale, puisque en étant freelance, comme on l'a indiqué, vous êtes autonome, donc vous organisez votre temps comme vous voulez, mais le temps de distraction s'accumule. Hein, et quand on fait le décompte, ça peut être significatif. Et si c'est pas du temps productif, productif au sens pour votre métier ou pour votre famille d'ailleurs, il faut considérer que chaque moment doit être le moment de focus. Si vous êtes au travail, vous êtes au travail. Si vous êtes en famille, vous arrêtez le travail aussi. C'est l'enjeu de ne pas être distrait par le travail au moment où c'est du temps familial ou d'activité sportive ou associative. Donc la fameuse matrice Eisenhower qui est l'axe urgence et importance et qui permet de savoir ce qu'il faut abandonner, déléguer ou à traiter en priorité et faire de la place. Neuvième chose trappe, neuvième piège, être trop prudent. Trop prudent, alors c'est se dire la prise de risque est permise, voire est encouragée en devenant freelance. Ça aussi, c'est une nuance entre le statut de salarié qui a peut-être occupé vos années précédentes et le statut aujourd'hui. Vous devez commencer à prendre des risques de manière beaucoup plus régulière. Pas forcément plus de risques, mais plus régulière, c'est certain. Donc, agir dans le temps court, se dire vaut mieux une décision que pas de décision, vaut mieux une décision aujourd'hui qu'une décision dans une semaine. Voilà, vous devez accepter de vous tromper et donc c'est consubstantiel à la prise de risque. Tant quand vous prendrez un risque, vous allez vous tromper, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'enjeu, c'est de bien identifier sur quoi vous prenez du risque et que vous soyez OK, à l'aise avec la dose de risque. Alors, sur quoi on peut se tromper? On peut se tromper sur un client, on peut se tromper sur une offre, et rien n'est absolument grave. Vous pouvez vous tromper sur toute la partie commerciale au début, et c'est le métier qui rentre, j'allais dire. Il y a des sujets sur lesquels il faut en revanche éviter de se tromper. Tout ce qui est juridique, évidemment, donc là, faites-vous accompagner. Tout ce qui est administratif, il y a des personnes qui vont avoir des phobies administratives, surtout, évitez de vous tromper là-dessus. Donc faites-vous accompagner ou utilisez des logiciels et des procédés qui vous permettent d'être vraiment serein là-dessus, parce que là, vous n'avez vraiment pas envie d'aller là. Conceptualiser, c'est bien, planifier, c'est bien, exécuter, c'est mieux. Donc, focus sur l'exécution. Il faut tout de suite se dire, est-ce que j'ai un marché? Est-ce que j'ai un client? C'est une offre qui a de l'attraction tout de suite. Donc, donc ça existe dans le développement logiciel, ou si vous passez 5 mois, 6 mois à faire un SaaS et que vous essayez de le vendre et que vous vous rendez compte que la moitié des fonctionnalités sont pas opérantes, c'est la même chose. Si vous êtes freelance et que vous concevez des offres et que vous n'avez pas encore parlé à un client ou à un prospect, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite et être certain qu'il y a quelque chose si vous parlez très vite à un client potentiel. Donc, apprenez de vos erreurs. Donc, comme disait l'autre, c'est pas un échec, c'est juste que ça n'a pas marché. C'est un peu ça. C'est que l'échec n'est pas absolu. Il faut juste itérer. Il faut juste avoir du jeu de jambes pour aller à la suite. 10e point, et là je fais un lien avec Freelance Care et avec Nostrum Care, c'est qu'en fait vous êtes freelance pour le temps long. Là le focus c'était les 2 premières années, mais ce que vous établissez comme mode de fonctionnement va être à terme la façon dont vous allez vivre. Donc c'est, comme je l'ai dit, une activité économique d'être freelance, mais c'est aussi un mode de vie. Et ce mode de vie doit présenter des avantages. Vous avez choisi de devenir freelance, donc il doit présenter des avantages.
en termes de temps libre éventuellement, c'est-à-dire le choix, le moment du temps libre. C'est pas forcément plus de temps libre en nombre d'heures, mais c'est le choix des moments de temps libre. Vous voulez aller courir entre midi et 14 heures, très bien. Vous voulez prendre un matin pour aller à la piscine parce que moi j'habite dans une ville où il y a une piscine qui est très 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 fréquentée, eh bien aller le mardi matin ou lundi matin, il n'y a pas grand monde et c'est mon statut d'indépendant qui me permet de faire ça. Voilà. Donc sanctuarisez-vous ces moments de temps libre où vous débranchez, vous posez aussi sur le plan physique, vous faites du bien à votre corps, donc vous êtes là pour le temps long, du temps avec vos enfants, si vous en avez, ou du temps avec votre famille. Donc c'est astreignez-vous à être serein aussi sur ce plan-là. Prenez soin de vous. Les heures qui peuvent être investies sur un coup de bourse, ça existe. Si ça devient trop régulier, c'est un signal que la hiérarchie ou le format de l'offre n'est pas forcément le bon, ou que vous avez un client à qui vous auriez dû dire non. Donc, ce sont autant de signaux. Donc, prenez soin de vous parce que ça peut arriver une fois, deux fois, mais si c'est régulier, notamment les signaux sur le sommeil, la prise de poids, etc., vous devez être capable de gérer ça comme des alertes et donc de traiter ces alertes comme elles doivent l'être. Si vous avez besoin d'aide, Nostrum Care, Freelance Care, il y a plein de bons conseils pour aussi savoir qui consulter, à quel moment consulter et d'avoir des bons conseils sur l'hygiène de vie. Célébrez vos succès, ça c'est oublié aussi. C'est se dire, j'avais un focus, j'ai atteint mon objectif, qu'est-ce que j'ai pour moi, pour me récompenser moi. Et ça, c'est humainement, enfin physiologiquement, on va se souvenir de ça. Si vous êtes dans un continuum de travail, c'est un peu dommage. Il faut savoir se poser, mettre en pause son travail et dire voilà, là j'ai atteint ça, et c'est comme ça que je me récompense moi-même. Et ça va vous permettre d'avoir cette boucle de satisfaction, de dire voilà ce que j'obtiens quand j'atteins tel jalon. Voilà, donc là, on a fait en 45 minutes, un petit peu plus de 45 minutes, un balayage de beaucoup de pièges, de 10 pièges qui sont extrêmement importants. Occasionnellement, j'ai cité l'utilisation de plateformes pour répondre à certains des enjeux, que ce soit la partie étude de marché, la partie prospection, la partie estimer la tarification pour son offre. Et donc, tout ça, toutes ces activités-là, vous pouvez utiliser notamment Fiverr pour le faire. Donc là, je vais avoir juste un tout petit détour sur ce qu'est Fiverr et en quoi ça peut vous aider. Alors Fiverr, c'est une plateforme internationale. Donc si vous avez la possibilité de prospecter dans votre région, c'est très bien. Mais prospecter dans le pays entier, voire à l'étranger, ça, c'est pas donné à tous les freelances. Donc c'est ce que vous permet de faire une plateforme comme Fiverr, de tout de suite projeter sur un bassin, un vivier potentiel de prospects, de clients qui est beaucoup plus large. C'est une plateforme qui est dédiée aux prestations digitales, donc la création, les métiers de la création, du marketing, des services marketing, du code, etc. Donc là, c'est très intéressant de pouvoir aussi se dire, si j'ai plusieurs talents, éventuellement, je peux les nicher dans toutes ces catégories. Donc c'est une plateforme qui est très populaire en France et à l'étranger, avec 8000 missions tous les jours complétées. Sur 550 catégories. Donc, si vous êtes indépendant aujourd'hui, si vous êtes freelance, vous allez forcément avoir une catégorie digitale qui va vous correspondre. Alors, un petit moyen d'arriver tout de suite au résultat, si vous êtes intéressé de déléguer ou si vous êtes intéressé de devenir freelance sur Fiverr, vous avez ici un lien rapide qui permet de faire ça. Si vous voulez aujourd'hui tester la plateforme pour vous rendre compte aussi de quoi il s'agit, il y a une petite offre qui sera associée. Voilà, j'espère avoir répondu à ces enjeux, ces 10 enjeux aujourd'hui avec tout le monde. Je serais ravi de prendre des questions dans le chat, que ce soit sur la plateforme Fiverr ou évidemment sur l'un ou l'autre de ces 10 pièges. Et je serais ravi aussi de comprendre avec le petit sondage que vous avez en ligne, de comprendre si vous connaissiez ou pas la plateforme Fiverr ou si vous l'utilisiez déjà éventuellement en tant que freelance ou en tant qu'acheteur. Voilà. Eh ben, un grand merci, Franck, pour ta présentation. Je pense qu'on a perdu pas mal de monde avec cette histoire de bug, mais alors pour ceux qui sont encore présents, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. On va prendre le temps. J'avais envoyé le petit sondage, donc il y avait Super. quand même une bonne partie des gens qui connaissent, mais qui n'utilisent pas Fiverr.
55%, une autre partie qui ne connaissait pas du tout, donc qui aura pu découvrir grâce à ta présentation. Et on avait quand même quelques personnes qui connaissent et qui utilisent. Eh ben, je suis ravi, et notamment, c'est le genre d'événement qui nous permet de faire connaissance sur un sujet bien tactique et bien utile. L'idée, c'est que si vous avez envie de connaître ou de tester, comme je le disais, il y a plusieurs avantages de le faire. Ça fait partie la, de l'ensemble de la boîte à outils du freelance aujourd'hui que d'utiliser les plateformes, dont Fiverr le cas échéant. Si vous ne connaissez pas encore, allez regarder éventuellement la plateforme elle-même ou le commentaire qui est fait de la plateforme. On a plusieurs supports en ligne sur YouTube, etc., qui vont expliquer comment ça peut se passer, voir des personnes qui ont testé pour vous et qui peuvent vous en parler. Soyez curieux sans problème. Je suis ravi d'avoir pu mener ce webinaire avec Freelance Care, parce que, comme je le disais, c'est en forme de conclusion, j'imagine. Aujourd'hui, les 2 premières années en tant que freelance, c'est un métier à exercer, c'est un mode de vie à trouver, à réinventer, et c'est une vie professionnelle qui a une saveur et une consistance complètement différente de celle de salarié. Et donc, Fiverr et Nostrum Care, Freelance Care sont capables en fait d'être de bons observateurs de ces phases-là. Et donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit de partager qu'on a fait ce webinaire. Donc, ravi que ça va bien avec l'équipe et avec toi, Bah, Constance. ravie de t'avoir eu, c'était hyper intéressant. Donc tout le monde va recevoir le replay et aura aussi accès à tous les liens là, que tu as donnés en fin de webinaire. C'était vraiment top. Et je pense que même quand on est freelance aguerri, il y a vraiment pas mal de conseils qui sont bons à rappeler et de bonnes choses à prendre. Donc ça parlera vraiment à l'ensemble de l'audience. Donc c'est chouette. Ravi d'avoir été avec vous aujourd'hui. Et puis, Merci bel beaucoup. après-midi. Au revoir. Au revoir, merci.